Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole peut-être à Jean-François pour se présenter et donc nous parler un petit peu de son parcours rapidement, puis des défis, en fait, que Jean-François, tu as rencontrés pendant ton parcours finalement sur le marché de l'emploi pour nous montrer un petit peu la diversité de ce que tu as fait pendant ton parcours. C'est bon, merci Alexandre pour l'introduction. Donc, bonjour tout le monde. Alors, comme Alexandre le disait, donc, me représente Jean-François Connolly. Donc, ça fait, oui, j'ai mes activités, je vais en reparler un peu tantôt, là, étant donné que c'est à la fin de mon parcours. Sinon, grosso modo, je suis scientifique de données ou expert en apprentissage automatique ou machine learning de formation, là, donc avec les expériences de travail, les études et tout. Ça fait plus de 15 ans que je suis dans le domaine. Donc, j'ai un trajet un peu sinueux là, en termes de carrière, là, comme vous allez voir. Donc, ça a vraiment commencé direct après le cégep, là, que durant le cégep, j'étais en train de faire mon cours de recrue dans la réserve à temps partiel. Et après le cégep, donc, j'avais l'intention de peut-être aller de faire un contrat de 3 ans dans l'armée, comme dans la force régulière. Donc, je suis allé dans la réserve pendant un an, travaillant pendant un an temps plein dans la réserve. Finalement, je me suis rendu compte que c'était pas véritablement ce que je voulais faire. Donc, allez, hop, retour dans le cheminement plus classique scolaire, donc à Polytechnique en génie physique. Là, ensuite, après un an en génie physique, je me suis rendu compte que voir des particules bouger, c'est pas ça qui m'intéressait plus que ça. Donc, c'était vraiment ce qui m'intéressait, c'était plus le côté appliqué des choses. Donc, véritablement, oui, faire de l'ingénierie, mais véritablement faire de l'ingénierie appliquée, alors que le génie physique, à l'époque, donc on parle j'ai fait mon bac de 98 à 2002. Puis, à l'époque, c'était beaucoup orienté les gens vers la recherche. Donc, il y a beaucoup d'anciens collègues de classe qui n'ont pas fait de recherche, ils ont fait un bac, se sont trouvés des jobs dans le domaine, ils ont eu de très bonnes carrières, mais la culture à l'université, c'était beaucoup d'orienter les gens vers la recherche. Donc, après un an en génie physique, je fais mon bac en génie électrique. Donc, le cours en génie électrique qui m'a véritablement intéressé, c'était probabilité pour ingénieur. Puis aussi au niveau des applications, donc on parle beaucoup d'intelligence artificielle, apprentissage automatique. Aujourd'hui, à l'époque, ça s'appelait reconnaissance de forme ou pattern recognition. C'était pas mal comme le nom qui englobait l'ensemble du domaine. Puis c'est en génie électrique que ça se passait, c'est le monde qui faisait des patentes, entre guillemets, puis qui avait besoin d'automatiser des processus. Donc, puis le cours encore une fois, que j'ai vraiment aimé, c'était probabilité pour ingénieur. Donc, je suis allé faire une maîtrise dans le domaine en mathématiques appliquées avec Richard Labible, là, donc à Polytechnique encore une fois. Puis, c'est vraiment là que je suis rentré dans le domaine. Donc, c'était pas nécessairement directement de l'apprentissage automatique que je faisais, c'était vraiment plus du traitement de signal, donc de l'approximation de fonctions, mais dans un contexte d'apprentissage automatique. Là, on est rendu en 2005. Donc, en 2005, je me cherche du travail dans le domaine. Ça n'existe pas, grosso modo. Il y a peut-être des postes d'analyste X, Y, Z là, qui existent cachés dans le fond d'un département de grande entreprise. Et puis, en plus, une des erreurs que j'ai faites durant ma maîtrise, c'était de ne pas avoir écrit assez de code. Donc, en même temps, c'est un peu normal, c'est en mathématiques appliquées, mais donc j'avais quand même un bon background en mathématiques, mais lorsque j'avais pas nécessairement de l'expérience à écrire du code. Donc, le code que j'avais écrit, c'est surtout pour faire sortir mes figures, faire quelques simulations dans MATLAB, où l'ensemble de mes développements d'équations que je faisais en mathématiques appliquées, c'était fait dans Maple, en fait. Donc, quand j'arrivais à des entrevues pour des emplois, ben là, à ce moment-ci, je voyais qu'il y avait le CV de 2 pages et ça m'est arrivé comme 2, 3 fois que la personne, finalement, elle faisait juste encercler C++, puis that's it. Donc, puis encore une fois, mon but, c'est de travailler en apprentissage automatique, donc travailler en machine learning, travailler sur ce type d'application-là. Alors, et les seuls qui embauchaient, c'était soit des grands centres de recherche, puis embauchaient du monde avec des docs, ou encore une fois, l'enseignement m'intéressait, donc naïvement, je me dis, l'enseignement universitaire peut-être. L'enseignement au cégep, c'était vraiment, il y avait trop de personnes, c'était pas assez stable, puis
je me suis dit, bah, tant qu'à faire de l'application, mais autant aller faire de la recherche avec un poste de professeur universitaire. Donc, je m'inscris au doctorat à l'ETS. Véritablement. Puis l'ETS, ce que je trouvais intéressant, c'était à l'époque, je voulais travailler dans un laboratoire. Donc, j'avais fait ma maîtrise en tant qu'étudiant lambda d'un professeur qui n'était pas membre d'un laboratoire. Donc, oui, j'avais un bureau à Polytechnique, mais il n'y avait pas cet écosystème-là étudiant qui m'entourait, mis à part l'association des étudiants. Mais bon, ça, j'avais trouvé ça un peu pénible. Donc, moi, je voulais vraiment faire partie d'un laboratoire. Et le seul à l'époque qui faisait véritablement l'intelligence artificielle appliquée, donc j'ai essayé sur le appliqué, c'était le Livia à l'ETS. Aujourd'hui, je rajouterais peut-être le SIM à McGill. À l'époque, c'était plus vision artificielle, alors qu'aujourd'hui, ce sont plus généralisés à intelligence artificielle. Mais c'est ça. Donc, le doctorat au Livia, donc pendant 5 ans et demi, donc ça se termine en 2012. Le marché de l'emploi avait quand même changé relativement beaucoup pendant ces années-là. Donc, c'était pas difficile de se trouver de l'emploi, mais c'était quand même assez niché aussi à l'époque. C'était surtout en marketing, donc soit encore une fois, des centres de recherche de grosses compagnies. Donc, je suis allé travailler chez Nuance Communication comme ça. 1 an et demi, 2 ans plus tard, ben là, je suis allé travailler dans une start-up en publicité programmatique ou en anglais en ad tech. Donc, encore une fois, la notion de marketing, analyse de données qui sont générées par des humains. Puis, donc ça a été racheté, ça a été divisé en deux. Il y a une partie qui a été rachetée par iPerceptions. Moi, j'ai fait partie de ce groupe-là. L'autre partie a été éventuellement achetée par Elementai. Puis, la fusion s'est mal déroulée. 1 an après, toute l'équipe originale se sont toutes faites renvoyer finalement, mais moi, j'avais déjà mon poste chez Ivado comme conseiller en entrepreneuriat. Et aujourd'hui, donc, après quelques années chez Ivado, ben là, moi, je veux retourner faire du technique, puis avoir un poste un peu plus technique, même si c'est encore supervision. Là, je ne m'attends pas à nécessairement réécrire du code nécessairement. Donc, d'où l'idée d'avoir un poste à temps partiel chez Ivado, puis tout en étant en démarrage d'entreprise. Donc, on est hyper embryonnaire, donc Paralogue Studio, puis oui, c'est studio de jeux vidéo, mais avec l'idée d'automatiser, avoir un groupe de R&D qui travaille sur l'automatisation de tout ce qui est création de personnages. Donc, on a un pitch deck, on est en train de gérer, trouver comme des cofondateurs, gérer les cofondateurs existants. Donc, c'est hyper embryonnaire comme état de start-up, si on pourrait le dire. Génial, merci beaucoup Jean-François. On voit que le parcours est très diversifié, donc ça fait peut-être écho à certains parcours que vous voulez faire, vous, en tant qu'étudiant ou étudiante. Merci beaucoup. Flavie, est-ce que tu veux te présenter en quelques mots aussi? Oui, donc moi je m'appelle Flavie Gagnon, c'est ça, je suis gestionnaire de produits chez Giro. On est une entreprise montréalaise avec en fait 3 logiciels, un qui est pour le transport public, donc pour les sociétés de transport en commun comme la STM, mais on a vraiment des clients à travers le monde. Un autre qui est pour le transport postal, donc Canada Post, puis ce genre d'entreprise-là, puis un autre pour le transport adapté. Donc aussi souvent la STM ou des sociétés de transport comme ça qui vont utiliser ça. Donc, c'est vraiment une entreprise de logiciels, mais avec vraiment l'aspect algo, valorisation des données, qui est vraiment comme un peu, qui est vraiment notre force, là. Donc, moi, mon parcours est complètement différent de celui de Jean-François. J'ai étudié, en fait, moi, je m'étais inscrite en génie mécanique. Puis finalement, avant de commencer mon bac, j'ai décidé d'aller passer 4 mois au Mexique. En fait, je pensais aller refaire ma vie au Mexique, mais ça, c'est une autre histoire. Puis finalement, j'ai décidé de revenir après 4 mois. Puis au mois de janvier, on ne pouvait pas commencer en génie mécanique. Fait qu'ils m'ont dit, ben, fais génie civil, puis après ça, tu peux switcher en génie mécanique. Puis j'ai commencé en génie civil. Puis j'ai vu qu'il y avait... en fait, là, je suis restée là-dedans parce que l'architecture m'intéressait. Puis j'ai comme fait, génie civil, architecture. Puis c'est après 1 an ou 2, j'ai découvert la branche transport du génie civil. Puis pour moi, ça a vraiment été une révélation, on n'exagérera pas, mais toute ma vie, j'avais trouvé ça super intéressant, le transport en commun, mais on dirait que je ne m'étais jamais posée à me dire, oui, il y a des gens comme, qui optimisent ça, puis qui font les horaires, puis tout ça. Donc, puis tout le déplacement des personnes aussi, l'aspect un peu urbanisme.
liées au transport. Je trouvais ça intéressant. Donc, je me suis spécialisée en génie civil en transport à McGill. Puis après, j'ai commencé une maîtrise de recherche en transport à McGill. Puis je me suis rendu compte après comme 2 mois que c'était vraiment pas pour moi les maîtrises de recherche. Donc, j'ai lâché ça. Puis, j'ai commencé à travailler chez Giro. Donc, après, presque tout de suite après mon bac. Puis quand je suis rentrée chez Giro, c'était vraiment une firme d'informatique, c'était une firme de logiciels. Les gens qui travaillent chez Giro, c'était soit des informaticiens, soit des gens en recherche opérationnelle. Puis, moi, je suis comme arrivée là parce que ma mère connaissait quelqu'un qui travaillait là, puis elle était comme « Ah, ça va être intéressant pour toi! » Fait qu'ils ont pris une chance avec moi, puis ils ont fait comme « Ah ouais, OK, quelqu'un en transport, c'est quand même notre domaine d'affaires. » Tu sais, aujourd'hui, ça paraît tellement évident comme d'avoir des gens qui connaissent le domaine d'affaires, mais dans ce temps-là, c'était comme « Hey, ouais, bonne idée! » Donc, c'est ça, j'ai fait 3 ans et demi chez Giro, mais dans ce temps-là, justement, j'étais comme la seule qui n'était pas une informaticienne, puis je voulais vraiment plus travailler dans le domaine du transport. Moi, je voulais aller aider nos clients à utiliser notre logiciel, je ne voulais pas juste l'installer, je voulais les aider à bien l'utiliser, puis tout. Puis l'entreprise n'était pas rendue là, fait que je suis partie, je suis déménagée aux États-Unis, j'ai travaillé pour des firmes de consultants en transport, puis une autre firme de logiciels d'optimisation. Et puis après, je suis revenue au Québec, j'ai travaillé pour un réseau de transport en commun à Longueuil. Donc, j'ai touché aussi à travailler dans le parapublic. Puis là, ensuite, je suis allée travailler dans une firme de développement de sites web. Je travaillais sur le développement du site web de la STM, qui, dans ce temps-là, on a gagné des prix puis tout. Là, je pense que ça fait plus que 10 ans, puis ils ont encore le même site web. Donc, je n'aime pas trop, là, les choses ont évolué en 10 ans. Et puis ça a été super intéressant, mais je me suis rendu compte, j'ai travaillé là 6 mois parce que j'étais enceinte puis j'allais avoir mon bébé. Puis déjà, après 6 mois, j'ai fait comme... Ouais, j'ai comme un peu fait le tour. C'est comme déjà un peu facile. Donc, après mon congé de maternité, j'ai comme repensé à tout ça. Puis, j'ai fait, ouais, dans le fond, dans tous les jobs que j'ai faits, c'était Giro qui était la meilleure balance de tout ce que j'ai besoin. Tu sais, les gens sont cool, la job est intéressante, il y a quand même une bonne rémunération. Donc, avec le recul, tu te rends compte qu'une job, c'est vraiment pas juste la job, qu'est-ce qui est écrit sur, tu sais, c'est quoi tes tâches, c'est tout un écosystème de plein de choses, là. Je fais toujours un peu le parallèle, là, que, tu sais, comme tu dates un gars qui est drôle, puis là, t'es comme, ah ouais, mais, tu sais, il est pas sportif, puis là, tu dates un gars sportif, puis t'es comme, ah ouais, mais il fait pas la cuisine. Finalement, tu te rends compte que ce que tu veux, c'est quelqu'un qui est comme un 8 sur 10 dans tout, pas nécessairement un 10 sur 10 dans une affaire. Bref, Giro, c'est mon 8 sur 10 ou même mon 9 sur 10 dans tout. Fait que je suis retournée là en 2013, puis je suis là depuis ce temps-là. Puis la vision dans la compagnie a aussi beaucoup changé. On a maintenant des gestionnaires de produits, donc vraiment des gens qui connaissent le domaine d'affaires. On a des gens qui sont justement plus spécialisés en intelligence artificielle. On a d'autres gens qui sont vraiment des développeurs logiciels. Donc, la compagnie a beaucoup grossi aussi. Là. Quand moi, j'étais rentrée au début, on était 125. Là, je pense qu'on est rendu 600. Donc, c'est ça. Ça m'a permis aussi de voir la différence entre une plus petite entreprise et une plus grosse entreprise. Puis, on va en parler, je pense, un peu plus tard, mais ça fait un peu le tour. Oui, ça fait une belle transition, en fait, vers ma première question du panel pour entrer dans le vif du sujet. C'est en fait justement de voir un peu, vu que vous avez des parcours très, très variés, ma première question, c'est plus de nous présenter un petit peu les particularités que vous avez rencontrées au fur et à mesure de votre carrière jusqu'à maintenant, entre justement les PME, les grandes entreprises, le secteur public, selon vos expériences personnelles. Qu'est-ce que ces entreprises-là ont de particulier en termes justement d'expérience, d'accueil finalement pour des gens qui s'intéressent à l'intelligence numérique? Peut-être Jean-François?
Je dirais l'entrée de jeu, ça dépend. Donc, c'est oui, comme moi et Flavie, on a chacun un parcours, on a vécu comme un ensemble limité de compagnies, somme toute. Donc, ça dépend. Ce que je dirais, c'est qu'il y a quand même beaucoup de similarités. Il peut y avoir comme beaucoup de similarités sous-jacentes, mais dépendamment comme de la start-up ou du département dans lequel vous arrivez en grande entreprise. Mais je dirais, d'ordre général, c'est que c'est à quel point vous êtes proche du produit. Donc, quand vous êtes dans une start-up, oui, vous n'êtes pas beaucoup, vous allez vous retrouver à faire beaucoup de choses. Vous allez avoir les deux mains dedans, vous allez être multitâche, peut-être que vous allez même parler aux clients. Et plus l'entreprise est grande, plus ces postes-là vont se définir, puis vous allez avoir une fonction qui va être plus spécifique. Donc, lorsque vous arrivez en PME, ben la PME, c'est quand même proche du produit, donc il n'y a pas de place au niaisage, entre guillemets. Donc, c'est encore une fois, vous retrouvez à faire plusieurs choses, à parler à beaucoup de personnes. Alors que quand vous arrivez plus en grande entreprise, donc moi, c'était mon expérience chez Nuance, puis bon, là, c'est particulier parce que j'étais dans un groupe de R&D en plus, c'est que là, vous êtes vraiment éloigné de la notion de produit. Donc, vous êtes vraiment comme segmenté ailleurs. Et si vous voulez avoir accès à, je ne sais pas moi, comme un logiciel interne ou si vous voulez avoir accès à juste la documentation, mais là, il faut être capable de cibler les bonnes personnes. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il y a des similarités parce qu'un des aspects que je trouve similaire à tous les environnements, c'est qu'il faut comprendre les règles non écrites. Donc, ce que je veux dire par là, c'est quoi faire, quelle action poser ou savoir à qui parler si vous voulez avoir accès à une ressource X, Y, Z ou si vous voulez faire avancer un projet de votre côté ou quelque chose qui vous intéresse de votre côté. Donc, puis, je pourrais peut-être terminer justement, peut-être au niveau startup, souvent le monde va dire, ah oui, mais startup, c'est comme ça bouge rapidement, c'est dynamique et tout et tout. C'est super efficace. C'est pas nécessairement efficace. Le monde va peut-être camoufler le bordel de la startup, l'efficacité en arrière du bordel de la startup. Donc, ils savent pas trop ce qu'ils font. Puis, c'est juste, ben, on va itérer rapidement, puis on va se faire à croire qu'on est efficace alors que pas pantoute, alors que la grande entreprise, mais oui, les cycles de développement sont plus lents, mais une fois que ça se fait, ben, ça se fait, puis on sait pourquoi ça se fait. Donc, il y a quand même des particularités. Dans le fond, comme c'est un spectre, puis il y a des particularités à chacune. Oui, j'ajouterais peut-être que dans les petites entreprises, le côté humain, personnel et puis les compétences de chacun des individus est peut-être d'autant plus important que dans un organisme où il y en est à 500-600 il n'y a pas de processus, donc tu n'as pas le choix de te parler, puis c'est comme de mettre en place les processus, puis c'est ça. Alors que quand il y a des processus, ben dans un certain sens, c'est plus efficace parce que ben, c'est comme tu as le processus qui est en place, go, tu fais juste suivre le processus, ce qui est des fois frustrant en petite entreprise puis en start-up. Oui. Est-ce que Flavie, tu as le même vécu finalement? Ben, moi, j'ai travaillé pour une très petite entreprise. Là. En fait, parce que je travaillais comme pour le bureau américain, là, fait qu'on était, je pense, 11 dans le bureau. Puis moi, ce que j'ai trouvé difficile avec cet emploi-là, c'est que des fois, quand il n'y a pas de contrat, ben, tu es pris à faire des trucs un peu plates, comme écrire des lettres genre à des compagnies pour comme, essayer de les intéresser dans ton produit, puis des choses comme ça. Moi, c'est vraiment pas le genre d'affaires que j'aime faire. Donc, quand on avait un projet, c'était vraiment cool. Puis comme dit Jean-François, on touche, tu sais, chaque personne touche à toutes sortes d'affaires. Tu sais, c'est comme, j'étais assis dans la même salle là, que le programmeur. Puis, tu sais, ça va vite. Là, j'étais comme, maintenant, je testais des choses. J'étais comme, hey, non, ça, c'est pas bien fait. C'est pas exactement ça que ça devait faire. Puis 2 heures plus tard, il était comme, OK, tu peux l'essayer. Tu sais, c'est comme, c'est vraiment réactif. Puis tout le monde se connaît, puis il y a des bartendes dans la cuisine que tu peux prendre, puis etc. Mais quand il n'y a pas de contrat, puis quand il y a un contrat, un gros contrat, il faut vraiment travailler beaucoup d'heures, etc. C'était une entreprise qui était super cool, que il y a une fille qui a tellement travaillé sur un contrat qu'après elle a pris, je pense, 5 mois de congé, puis elle est allée comme faire un gros voyage et tout. Mais c'est ça, faut que tu sois à l'aise avec. Ça peut être cool de toucher à plein d'affaires, mais ça veut aussi dire que tu vas faire des affaires que tu aimes moins faire. Moi, je mettrais juste peut-être un petit mot sur le parapublic, puis c'est vraiment, ça varie d'une entreprise à l'autre aussi, mais c'est sûr que quand tu travailles dans le public ou dans des grosses entreprises aussi, je pense qu'il y a vraiment un aspect politique, puis un aspect
ouais, mais on peut pas faire ça parce que, nanana. Par contre, en tout cas pour moi, en transport en commun, c'est là où est-ce que tu peux vraiment avoir des gros impacts aussi. Tu sais, c'est là où c'est des projets d'envergure, puis tu touches vraiment à la vie des gens, puis tout ça. Mais pour moi, il y avait juste trop de frustration par rapport à la vitesse à laquelle avançaient les choses, puis les barrières un peu qu'il y avait à travers tout ça. Mais je regarde d'autres sociétés de transport, puis je me dis, ah, peut-être si j'avais travaillé pour cette société de transport-là, ça aurait été différent. Donc, après ça, ça dépend. De la même manière, quand je suis rentrée chez Géraud, puis qu'on était 125, pour moi, il y avait quasiment plus un esprit de communauté que dans la petite entreprise où est-ce qu'on était 11. Fait que c'est quand même aussi beaucoup, beaucoup de l'entreprise où est-ce que tu travailles. Puis, je pense que c'est comme de trouver le juste milieu entre pas juste faire une affaire, parce que ça, c'est... puis après ça, ça dépend vraiment aussi de votre personnalité, là. Comme je regardais les gens qui travaillaient à la STM, quand moi je travaillais à Longueuil, puis la STM, c'est comme 3 fois plus gros. Fait que ma job à moi, que j'avais à Longueuil, c'était 3 différentes personnes qui la faisaient à la STM. Donc, comme une petite partie, je faisais de la modélisation. Ah, il y a une personne qui était en charge du groupe de modélisation, puis il y avait une personne en charge du groupe de planification, du transport, puis il y avait une personne en charge du groupe de tarification. Et moi, je m'occupais de ces 3 choses-là. Donc, je trouvais ça, c'était quand même 3 choses qui étaient vraiment dans mon domaine, dans mon expertise. Mais j'aurais trouvé ça plate de faire juste une de ces 3 choses-là. Fait que, je pense que ça rejoint pas mal ce que Jean-François disait, là. Mais c'est ça, moi, l'espèce de un peu le cool des startups, là, j'ai vécu aussi l'autre aspect de justement où tu parlais des fois de désorganisation quand je travaillais en web, c'était un petit peu plus gros, là, mais on était peut-être 50-60. Puis, le fondateur, il était super charismatique, puis tout ça, puis c'était lui qui allait chercher des contrats, mais promettait comme un peu n'importe quoi au client, puis le chargé de projet qui était payé pour se ramasser avec ça. Fait que oui, des fois, ça lourd un peu tous les processus, puis dans une plus grosse entreprise, mais en même temps, c'est tellement frustrant aussi d'être chargé de projet, puis de dire, hey, ça marche pas, puis ouais, organise-toi, là. Oui, d'où l'importance de bien s'informer finalement sur l'ambiance de travail, puis sur vraiment la définition de tâches finalement qu'on aura à faire au moment où on obtiendra un poste dans ces entreprises-là. Ça m'amène à ma deuxième question peut-être pour aujourd'hui, qui est en lien avec la maturité de certaines entreprises. On entend souvent dire que le niveau de maturité varie beaucoup d'un milieu de travail à l'autre en termes organisationnels et technologiques. On a déjà effleuré un petit peu le sujet. Mais comment on peut faire concrètement pour savoir si cet emploi-là, cette entreprise-là est faite pour nous en fonction de justement notre intérêt puis nos compétences en intelligence numérique? Là, je sais qu'il y a beaucoup de personnes avec nous aujourd'hui qui sont en démarrage de carrière. Donc, quelles questions faudrait se poser là, finalement pour intégrer ce milieu-là en termes de maturité technologique peut-être que les organismes peuvent avoir, puis notre background finalement en intelligence numérique? Idéalement, si vous connaissez du monde à l'interne puis vous pouvez parler à des connaissances qui travaillent déjà là, c'est déjà un plus, mais très souvent, vous n'allez pas avoir cette connaissance-là. Puis, je dirais, bon, comme quand on parle de culture d'entreprise, c'est un terme qui est quand même assez vague, là. Moi, j'aime ça ramener comme ces éléments-là comme à des questions concrètes, là. Puis, donc, est-ce que vous avez une hiérarchie qui est réceptive, par exemple, à l'innovation ou aux nouvelles idées? Tout le monde se dit qu'ils veulent aujourd'hui des personnes créatives, mais bon, lorsque quelqu'un arrive avec une idée, comment cette idée-là va être reçue? C'est quoi les processus mis en place pour faire en sorte qu'est-ce qui va arriver avec l'idée, là? Est-ce que c'est vous qui allez devenir responsable en plus de vos tâches habituelles? Donc, c'est ce genre de questions-là où est-ce que vous arrivez, votre travail dépend directement d'avoir un accès aux données. Est-ce que vous avez accès aux données? Est-ce qu'il y a des silos? Qu'est-ce qui se passe? Puis moi, je dirais d'ordre général, malheureusement, c'est l'essayer. Comme lorsque vous faites une période de probation, ben oui, souvent, la compagnie va vous essayer, mais c'est la même chose vous autres aujourd'hui avec la pénurie, la fameuse pénurie de main-d'œuvre dont on parle. Vous avez un peu le gros bout du bâton.
Puis on dit pénurie de main-d'œuvre, mais des fois, c'est un peu inventé là, au sens que toutes les compagnies se cherchent des gens avec 2 ans d'expérience. Puis ils vont pas embaucher du monde qui sort directement de l'université. Mais c'est faut pas avoir peur de dire vous essayez un poste, 6 mois, après 6 mois, ben ça fait pas l'affaire, vous n'êtes pas un fit. Donc, quand on parlait des différences start-up, grande entreprise, PME, parapublic, ben au final, est-ce que c'est un fit? Est-ce que il y a une correspondance avec ce que vous recherchez? Donc, c'est surtout comme la question que je trouve qui est importante. Puis, il faut voir ça comme étant, vous êtes au début de votre carrière, donc oui, accepter un poste pour avoir comme un an, 2 ans d'expérience, quitte à ce que ce soit pas nécessairement comme le poste idéal, ben c'est correct. Puis faire des cycles de 2-3 ans, c'est correct. Donc, si on vient à la question initiale, ben c'est ça. C'est au niveau culture, c'est est-ce que quand vous arrivez à une place, vous avez la possibilité de faire votre travail finalement? Donc, c'est accès aux données, accès aux logiciels, accès à du monde qui connaissent les données, comme vous arrivez, vous connaissez pas, vous n'êtes pas un expert dans le domaine. Donc, je dirais comme ramener ça à des questions concrètes. Là. Merci Jean-François. Je vous invite aussi les gens qui sont dans le public, n'hésitez pas à poser des questions ou à simplement lever la main, poser des questions dans le chat, puis je ferai le lien avec nos panélistes. Flavie, est-ce que tu veux compléter aussi? Oui, bien non, j'allais dire par rapport à ce que Jean-François disait, c'est vrai, là, tu sais, quand vous passez une entrevue, là, tu sais, rappelez-vous que vous aussi, vous magasinez, puis n'ayez pas peur de poser des questions, puis d'être. C'est ça, vraiment, c'est votre chance là, de poser plein de questions. Puis, de toute façon, l'employeur va trouver ça vraiment intéressant si vous posez des questions, puis vous, justement, voir c'est quoi les projets que vous avez en ce moment en intelligence artificielle, c'est quoi les applications, etc. Parce qu'il faut faire attention, c'est pas parce qu'une entreprise est une entreprise de longue date ou une grosse entreprise qu'elle est nécessairement mature en intelligence numérique. Ce que je vois, en tout cas, par rapport à l'intelligence artificielle en particulier, là, puis l'apprentissage machine, mettons, chez nous, on veut en faire, on voit là, les sociétés de transport récoltent de plus en plus de données, ils veulent faire de quoi avec ça, mais il n'y a personne à l'interne qui est vraiment un expert. Non plus, par exemple, en big data, puis en, comment appeler ça, là, comme représentation des données, puis tout ça. Donc, si vous êtes quelqu'un qui est plus, qui a le goût d'apprendre, d'une équipe de mentors, puis tout ça, bien, là, il faudrait peut-être plus chercher une place qui ont déjà des programmes en place, puis tout. Par contre, ce qui est cool avec une entreprise, qui n'est pas encore mature, mais qui veut devenir plus intelligente numériquement, je ne sais pas si on peut dire, on a le droit de conjuguer le verbe, mais c'est que, ben, dans le fond, vous allez pouvoir être comme votre propre petit entrepreneur à l'intérieur de la compagnie. On a des gens qui viennent d'arriver de l'université, je pense l'année passée, qui ont pris vraiment un projet par eux-mêmes. On avait des données d'une société de transport qui voulait voir qu'est-ce qu'ils pouvaient faire avec l'intelligence artificielle avec ces données-là. Donc, ces deux gars-là, ils ont pris ça, ils ont sorti toutes sortes de trucs cool, mais il a fallu qu'ils mettent en place l'architecture en arrière, le serveur de là, je ne sais même plus vraiment exactement de quoi je parle, mais ça n'a pas été juste comme ça n'a pas été juste de prendre les données puis de faire de quoi avec. Là. Il fallait tout qu'ils montent le système pour pouvoir faire ça. Donc si, ou tu sais, quelqu'un d'autre qui dit non, mais moi j'aime ça, m'occuper de tout, après ça, faire les dashboards, faire tu sais, bien, une compagnie qui est déjà super mature, elle va comme non, nous on a déjà notre équipe de dashboard. Fait que toi, tu ne fais pas cette partie-là, tu fais juste une autre petite partie. Fait que de poser ces questions-là, non seulement vous, ça va vous donner plus d'informations, puis en plus, ça va leur montrer comme ah, OK, il est intéressé à ça et à ça et à ça, c'est cool, il va pouvoir comme être peut-être plus indépendant. Petite affaire, juste à dire, je voulais dire de faire attention par rapport aussi à ce que Jean-François a dit. Oui, c'est vrai qu'on peut se donner une période d'essai, mettons, de 6 mois, mais il faut aussi faire attention. Moi, j'ai pogné un gros down quand je suis rentrée en entreprise au début. Tu sors de l'université où est-ce que comme tu résous des gros problèmes compliqués, puis c'est toi qui s'occupe de tout, puis tu es vraiment comme responsable de ta destinée. Là, tu rentres en entreprise, tu comprends rien, t'es comme... Tu
sens inutile. Puis surtout, si c'est un domaine d'affaires compliqué, puis probablement dans une startup, c'est moins comme ça parce que tu arrives et tout de suite, on te donne plein de trucs à faire, mais il faut aussi se donner le temps. Là. Ça se peut qu'après 6 mois, tu te sens toujours pas comme super utile, puis tu penses que. Mais il ne faut pas hésiter à demander du feedback. Moi, après 3 mois, j'avais ma première évaluation, puis j'avais dit, écoutez, sentez-vous pas mal, là? Je sais que ça marche pas, puis comme, c'est beau, genre, ben, je vais me sentir mal, je vais m'en aller. Puis il était comme, ben non, ça va super bien, on trouve qu'elle est vraiment bonne. Je dis, non, je comprends rien, tu sais. Fait que, faut vraiment comme, se donner aussi le temps, puis s'attendre que ça sera qu'à l'université. Ouais, puis en fait j'aimerais répondre sur un aspect que Flavie a mentionné, comme comme l'opportunité de devenir comme l'expert du domaine à l'interne. Puis ça, évidemment, ça va changer, mais souvent, comme en start-up, c'est pas mal ça que c'est une des opportunités que les start-up donnent. C'est-à-dire que vous rentrez là, puis souvent les start-up, surtout en technologie, ben c'est des start-up qui vont découler de projet universitaire, par exemple. Donc, quelqu'un qui a fait un doc sur une technologie, l'API est portante, donc il va transformer ça en start-up. Donc, oui, il y a l'opportunité de travailler, vraiment d'être proche de l'état de l'art. Puis, c'est souvent, bien évidemment, le monde, c'est toujours le trade-off. Il n'y a pas d'infrastructure, mais tu es proche de la technologie alors que tu es en grande entreprise, mais des fois, tu as l'infrastructure, donc peut-être que ça ne te tente pas de faire un dashboard, tu veux juste avoir accès au dashboard, puis plugger tes affaires là-dedans, puis merci, bonsoir. Sauf que tu as quand même une certaine latence avant d'avoir accès à la technologie de pointe. Donc, encore une fois, c'est une généralisation, puis ça va dépendre de l'entreprise. Mais souvent, la startup, c'est ça, c'est que tu vas avoir la chance d'arriver là et toi, de devenir l'expert dans ton domaine, puis là, ça va être est-ce que c'est cette tangente-là que la startup va poursuivre ou non? Donc, c'est toujours ces risques-là. Là. Puis, en effet, puis même la startup, il faut prévoir une période d'intégration. Donc, c'est pas on va arriver, on va vous donner des affaires à faire tout de suite, mais attendez-vous pas à être efficace, je dirais, avant peut-être comme 3-4 mois. Là. Parce que si vous arrivez dans le code de quelqu'un d'autre, des choses qui ont déjà été mises en place ou vous-même, vous allez avoir besoin de construire une certaine infrastructure. Donc, c'est être ready jour 1, là, c'est pas mal un mythe là, moi, comparé à ce que j'ai vécu. Là. Merci Jean-François. On a une question dans le public. Thierry, si tu veux ouvrir ton micro et poser la question, c'est à toi. Oui, merci pour les interventions jusqu'à présent. C'est super informatif. Dans les deux parcours que vous présentiez, l'étape du passage de l'université au marché de l'emploi, ça semblait assez important chez vous. Puis je me demandais, des fois j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qu'on fait à l'université qui sont valorisées au sein de l'université, mais qui ne sont pas nécessairement valorisées à l'extérieur. Parce que, par exemple, des publications en recherche, ça peut avoir un poids vraiment variable selon le type d'emploi pour lequel on applique. Comment on fait pour valoriser son parcours universitaire lorsqu'on applique pour un emploi? Merci pour ta question. Est-ce que Jean-François ou Flavie, vous voulez prendre la main là-dessus? Peut-être y aller, puis je me suis déjà assigné avec, pendant les journées carrière de l'ETS avec une personne de Desjardins, là, ça fait 10 ans là, quasiment. Puis c'est que mettons, si vous parlez des recruteurs, ces gens-là ne savent souvent pas c'est quoi une maîtrise, ne savent souvent pas c'est quoi un doctorat. Eux autres, ils voient juste le terme étudiant. Puis là, à ce moment-ci, ils associent ça comme à étudiant au bac, étudiant comme au cégep, puis eux autres, ils voient ça comme tu es dans un cours, puis tu étudies, puis tu apprends quelque chose. Alors que étudiant au cycle supérieur, c'est différent. Tu travailles, oui, tu as des cours, plus à la maîtrise qu'au doctorat, mais reste que tu travailles sur ton projet. Donc, ce qui est important, c'est de mettre de l'avant toutes les compétences transversales là, que vous avez développées pendant vos études. Donc, qu'est-ce que vous avez fait? Ben oui, vous aviez des échéanciers à respecter. Oui, vous faisiez de la gestion de projet parce que c'est comme, il fallait définir, il fallait faire une analyse de besoins initialement. Donc, vous avez fait un projet de recherche, mais il y a une justification à votre projet de recherche. Puis donc,
analyse de besoins, être capable de faire de la rédaction de rapports, vous aviez des échéanciers à respecter, vous aviez une relation à entretenir avec votre professeur. Si c'était un doctorat, une maîtrise faite avec un partenaire industriel, ben, il y a le partenaire industriel aussi qui est mis dans la boucle. Donc, c'est d'être capable de mettre ça de l'avant. Comme j'expliquais à la personne, c'est comme, oui, ben j'ai de l'expérience de travail. Dans le fond, c'est comme j'ai les mêmes contraintes souvent qu'un environnement de travail. La seule expérience que j'ai pas, ben, c'est d'avoir un salaire décent. Donc, puis, fait que c'est de ne pas oublier que c'est tout ce que vous avez fait. Donc, de faire l'équivalence, le mapping, là, on peut utiliser le terme technique, donc le mapping, ce que vous avez fait aux études supérieures et les tâches que vous allez avoir à faire durant un métier, finalement. À ce propos, l'Université de Montréal vient de publier un référentiel des compétences transversales pour les étudiants de cycle supérieur. Donc, ça peut vous donner une idée un peu des compétences que vous développez sans toujours le savoir, finalement, pour intégrer le marché du travail. Je vous mets ça dans le chat. J'ai une autre petite question, à moins que Flavie, tu veux je voulais juste rajouter sur ce que Jean-François dit par rapport aux recruteurs. C'est un bon point. Si vous êtes capable aussi de trouver quelqu'un à l'interne par qui vous pouvez passer, c'est pas obligé d'être vraiment quelqu'un que vous connaissez, mais quelqu'un que vous avez entendu parler par quelqu'un d'autre, mais qui comprend plus ce que vous faites aussi, qui a fait la même maîtrise que vous, quoi que ce soit. D'avoir une conversation d'abord avec cette personne-là, déjà, ça va vous donner une idée un petit peu plus de l'entreprise. Puis, ne sous-estimez pas si c'est cette personne-là qui envoie votre CV puis qui dit « Hey, il a fait la même maîtrise que moi, je pense que ça serait intéressant pour tel poste ». Des fois, ça peut même bypasser des recruteurs. Fait que je pense que c'est une autre manière de peut-être bien réussir à plus faire valoir ça. Parce que, justement, mettons, la publication que tu as réussi à faire publier dans une revue en tant que telle, elle ne va pas nécessairement te servir pour ton emploi. Mais, comme disait Jean-François, ça montre que tu as toutes sortes de compétences. Puis ensuite, je sais que nous, il y a quand même l'aspect de montrer qu'on est une entreprise qui fait de la recherche puis qui est à l'avant-garde. On veut quand même avoir certaines personnes avec ce background universitaire-là, avec des doctorats, qui ont fait des publications puis qui restent dans ces cercles-là, qui vont continuer à écrire des articles ou qui vont faire des partenariats. Peut-être de l'amener aussi de cette manière-là qui peut devenir utile. Peut-être un dernier point, c'est que ce que je trouve intéressant avec comme quelqu'un qui a fait une maîtrise, quelqu'un qui a fait un doc, c'est que vous avez commencé un projet, c'est facile. Donc, quand on parle, mettons, je parlais de cycle de 2-3 ans en entreprise, c'est comme, oui, c'est comme commencer un projet, c'est facile. Mais là, avec une maîtrise, par exemple, vous démontrez que vous avez terminé un projet. Et ça, souvent, c'est comme partir un projet et l'exécuter comme de A à Z, puis le terminer, c'est comme ça aussi, je trouve que c'est vraiment comme une valeur ajoutée là, comme, qui peut être qui est super pertinente. Oui, puis je pense que pas mal tous les étudiants et étudiantes au cycle supérieur savent que terminer un projet, c'est des fois la partie la plus compliquée. Dernière petite question dans le chat avant de passer à la suite de notre entretien. En fait, j'ai Carter qui demande si vous avez des conseils pour des étudiants qui sont en ce moment étudiants, mais qui aimeraient avoir des emplois à temps partiel ou combiner études et travail. Est-ce que c'est une bonne chose? Qu'est-ce qui est recommandé, pas recommandé? Est-ce qu'on est mieux peut-être d'attendre, d'avoir fini ses études pour se lancer concrètement sur le marché du travail? Je dirais que c'est possible d'avoir un genre de partenariat en entreprise, soit comme pour finir ta maîtrise ou ton doctorat comme un projet. Ça peut être vraiment super parce que ça te permet déjà d'avoir un petit revenu, puis aussi de te mettre les pieds dans l'entreprise, de voir si tu fais ça tout en finissant ta maîtrise. C'est sûr que c'est peut-être pas toujours facile de trouver ce genre de stage-là, mais quand c'est chez nous, on en a des fois, puis ça, c'est cool. Sinon, en tout cas, moi, je trouve ça assez ambitieux. Là. Moi, j'ai fait le contraire. J'ai fait ma maîtrise à temps partiel pendant que j'étais en entreprise, à prendre 2 cours seulement par session, puis j'ai trouvé ça vraiment difficile. Puis je travaillais juste 4 jours semaine. Ça m'a pris 5 ans de faire ma maîtrise, mais bon, j'ai changé de sujet et des choses comme ça. Mais il me semble que de réussir à travailler à temps partiel en plus de faire vos études à temps plein, je trouve ça ambitieux. Par contre, moi, j'ai trouvé ça tellement intéressant d'être en entreprise quand j'ai fait
ma maîtrise, les profs racontaient des choses, puis j'étais comme, OK, oui, là, je vois l'application dans l'entreprise. Moi, j'ai fait une maîtrise en industrielle, là, donc c'est pas la même chose en gestion de projet technologique, mais ça reste que j'essaie de me figurer avoir fait cette maîtrise-là sans avoir été en emploi. Ça aurait eu probablement 10% de la valeur là, de ce que ça a eu. Fait bonne idée là, de commencer à travailler, peut-être avec plus des stages d'été ou des choses comme ça, mais j'ai l'impression qu'essayer de faire les deux en même temps. Je ne sais pas, Jean-François, tu as peut-être un autre avis. Là. Ben, non, j'allais dans la même direction. Puis, tu sais, c'est comme une maîtrise, tu sais, c'est ça, c'est que faire des études à temps partiel, c'est, ben, je trouvais comme un travail à temps partiel dans le domaine où généralement c'est cadré comme en fonction d'un temps plein, c'est tough. Puis, c'est difficile. C'est pour être dedans en ce moment, là, donc pour avoir une job à temps partiel, puis faire un autre projet à temps partiel, c'est faire, comme passer de un à l'autre constamment, c'est beaucoup d'organisation. Puis moi, ça m'a pris faire la transition complètement. Là, je mentirais pas, là, ça m'a pris 8 mois, 1 an, là véritablement être capable de segmenter les deux complètement, puis d'être capable de jongler les deux séparément. Donc, c'est pas quelque chose qui est évident, mais oui, si c'est du temps partiel, ben, je vais faire une maîtrise en 5 ans à temps partiel, je dirais que c'est quasiment comme, je sais pas si c'est la norme, mais faut s'attendre à ce type de fenêtre de temps-là. Là. Puis, si vous faites un doctorat à temps partiel, ben c'est encore pire. Je dirais, mettons, si vous êtes un étudiant au doctorat, un étudiante au doctorat, c'est la chance de faire un stage. Déjà là, il faut convaincre le professeur de pouvoir faire un stage en entreprise, donc un stage mi-taxe. Puis, parce que lui, ça va ralentir la recherche. Donc, si vous êtes capable de trouver quelque chose qui fait en sorte que ça ralentit pas trop la recherche, qui est dans le cadre de votre recherche, c'est juste un plus. Là, c'est comme j'appelle ça le paradoxe de l'étudiant au doc. Là. Vous travaillez sur votre solution, c'est super complexe, comme Flavie l'a mentionné, c'est super beau, mais au final, vous arrivez sur le marché du travail, puis une régression logistique, ça fait la job. Là. Les solutions simples font le travail. Puis ce qui est important, c'est comment cadrer le problème. Donc, oui, moi, je le suggère, mais c'est quelque chose qui est difficile à faire. Là. Oui, c'est ça. Aussi, toute la notion d'être encadré par des ambassadeurs ou des mentors, ça peut être intéressant aussi. Ouais, ça vous donne un coussin financier pour faire en sorte que le premier job, ben, vous n'allez pas la prendre parce que, mon Dieu, faut payer un loyer comme le mois prochain. Là. Ça va vous donner comme un peu de temps aussi pour choisir. Oui, génial. Pour revenir à notre discussion, en fait, on parlait du niveau de maturité des milieux d'accueil. J'aimerais vous emmener dans un autre aspect. C'est la perception qu'ont ces gens-là dans le milieu du travail. C'est sûr que, Jean-François, tu parlais, dans les startups, ça part d'un projet de doctorat, par exemple, souvent. Donc, la connaissance technique est peut-être un peu plus là. Mais quand on est dans le public, dans le parapublic, dans une entreprise qui a un aspect intelligence numérique, mais qui n'est pas nécessairement à fond là-dedans, qui intègre ça petit à petit, la maturité n'est peut-être pas là. Donc, peut-être que ma question serait plus comment on peut faire pour faire le lien entre l'offre d'emploi, en fait, qui est publiée dans une entreprise, puis vraiment ce à quoi l'entreprise est réellement à la recherche. Donc, est-ce que si on demande à un expert en intelligence numérique, c'est vraiment ça à quoi on doit s'attendre au niveau des entreprises, dépendamment du niveau de maturité de ces entreprises-là? Je vais peut-être me lancer rapidement. Là, je dirais, c'est souvent les offres d'emploi. Là, le monde, je trouve qu'ils ont appris. Comme vous regardez les offres d'emploi qui sortent en ce moment, puis comme les jobs se sont segmentés, donc oui, il y a, mettons, comme scientifique de données, il y a, mettons, ce qu'on appelle ingénieur de données ou data engineer. Donc, il y a quand même une certaine segmentation, mais le monde sont quand même encore en train d'apprivoiser le domaine. Puis, je dirais, faut faire attention à ce qu'on va vous demander. Puis là, c'est vous arrivez, vous avez pas nécessairement, vous n'êtes pas des experts du domaine. Donc, dans certains cas, vous êtes quelqu'un, oui, vous êtes un expert du domaine qui avait fait, je sais pas moi, une maîtrise en sciences de données, puis vous avez un bac en génie mécanique, par exemple, puis vous allez travailler dans des applications qui sont reliées au génie mécanique. Mais d'ordre général, souvent, les gens qui ont le type de formation, qui font, mettons, de la science de données ou de l'apprentissage automatique, eux, leur spécialité, c'est vraiment comment marcher les données, comment faire quelque chose avec les données. Donc, si vous travaillez sur une application médicale, ben, des fois, on va assumer que
toucher aux données, donc forcément, vous développez l'expertise du domaine, ce qui n'est pas le cas. Donc, c'est vraiment de définir, être certain que les attentes par rapport à votre travail vont être claires. Puis aussi, en même temps, en startup, ça va être beaucoup ça, c'est oui, vous écrivez du code, donc on va s'attendre de vous à ce que vous fassiez de l'infrastructure. C'est pas votre champ de compétences. Les développeurs de logiciels sont vraiment meilleurs que vous pour faire ça. Mais des fois, les développeurs de logiciels vont s'attendre à ce que vous écriviez vos propres outils, alors qu'encore une fois, c'est pas nécessairement votre champ de compétences et c'est pas nécessairement ça qui vous intéresse. Donc, encore une fois, définir comme c'est quoi les attentes véritables par rapport à votre poste, quitte à ce que vous mettiez de l'eau dans votre bain. Puis, en même temps, c'est pas nécessairement parce que vous aimez pas ça qu'il n'y a pas d'apprentissage. Donc, moi, j'ai eu la chance la chance entre guillemets de faire du développement un peu d'infrastructure, de travailler avec du monde pour qui le code haute performance était super important. J'ai appris incroyablement, mais en bout de ligne, c'est quand ma startup a été achetée, a été tout ce chamaillage-là de séparer puis d'acquisition a été faite, moi, j'étais sur le point de remettre ma démission parce qu'au final, j'étais tanné de faire ça. Donc, c'est à un moment donné, définir son seuil de non-retour, là, mais vous devez être prêt à mettre de l'eau dans votre bain. Flavie, est-ce que tu as quelque chose pour compléter? Peut-être juste mentionner un peu avec ce que Jean-François mentionnait dans son introduction. C'est sûr que la majorité des entreprises, même quand ils font de la recherche, c'est de la recherche appliquée, là. Donc, vous m'aviez posé la question quand on se préparait, est-ce que quelqu'un qui ne fait pas de code va pouvoir aller travailler chez Giro dans le groupe d'Algo? J'ai posé la question à l'interne, la personne m'a dit, pas vraiment, parce qu'à un moment donné, il faut que tu le mettes en application. On n'a pas quelqu'un qui fait juste comme des maths pures. Par contre, vous n'êtes pas obligé d'être déjà un expert. En autant que vous ayez envie de faire ça, que vous dites oui, moi j'ai envie de faire de la recherche, mais aussi d'appliquer, puis de faire mon code, puis après ça, c'est de l'apprentissage de la même manière que vous allez apprendre aussi le domaine d'affaires. Il faut juste que vous soyez conscient de. Je pense que si vous voulez rester plus dans les maths pures ou dans presque la recherche, bien là, c'est un autre type d'entreprise ou peut-être rester dans le milieu universitaire qui va être mieux. Mais ce qu'on fait à l'université, ça nous prépare pour notre travail, mais je veux dire, c'est pas ça qu'on utilise après vraiment dans notre travail. En tout cas, moi, personnellement, je veux dire, à l'université, j'ai appris une couple de formules pour calculer des affaires de transport, là, mais je veux dire, c'est pas ça que j'utilise, même si je travaille dans le domaine du transport. Donc, ça veut vraiment pas dire que ça a été inutile ce que j'ai fait à l'université, mais c'est juste comme un préambule, puis après ça, on apprend une fois qu'on est rendu. Donc, c'est surtout de vérifier, est-ce que vous trouvez que ça matche avec vos intérêts, puis avec vos forces, puis avec justement plus l'aspect est-ce que je vais être plus un peu laissée à moi-même, puis je vais faire un peu tout. C'est plus que tant est-ce que c'est exactement ce que j'ai fait avec Génial, merci. On parle depuis tout à l'heure d'aspects plutôt techniques liés à l'emploi. Donc, c'est souvent, en fait, la porte d'entrée pour les étudiants, les étudiantes, les postdoctorants. On va commencer avec des emplois qui sont beaucoup plus techniques. Mais souvent, on a un gestionnaire par-dessus notre tête. Souvent, ce gestionnaire-là est passé par ces emplois techniques-là et tout. Comment on peut, pour ceux qui s'intéressent, en fait, d'avoir au niveau de la gestion d'équipe, comment on finit par définir ce parcours-là? Comment on peut savoir si c'est fait pour nous d'aller dans ces postes de gestionnaire-là qui sont souvent un peu méconnus, mais qui ont besoin d'un certain background technique souvent, là, finalement, surtout en intelligence numérique. Je ne sais pas qui veut prendre la main pour cette question-là. Je peux peut-être y aller. Flavie va avoir plus de choses à dire là-dessus que moi, étant donné qu'elle occupe ce poste-là, là, puis elle a un plus grand vécu que moi là-dessus. Mais ce que je dirais, c'est que c'est une transition. Puis il faut, encore une fois, je reviens sur la notion de vous êtes au début de votre carrière, c'est une progression. Puis progression, ça ne veut pas nécessairement dire, oui, monter dans les échelons. Là. Ça peut être juste progression technique. Dans le fond, c'est est-ce que vous êtes là où vous voulez être en ce moment? Donc, moi, dans le fond, en venant travailler chez Ivado, mon objectif, c'était d'arrêter. J'étais tanné d'être juste un scientifique de données lambda dans une compagnie. Je voulais avoir un rôle plus stratégique. Donc,
je suis venu chez Ivado, donc oui, c'est clair que sur certains aspects, c'était sortir en dehors de ma zone de confort. Donc, j'ai arrêté complètement de faire la technique. Mais par contre, c'est l'expérience que j'avais faisait en sorte que j'avais beaucoup à apporter à Ivado dans l'organisation. Puis c'est encore vrai, sauf que le rôle que j'ai eu a vraiment changé drastiquement. Donc, encore une fois, c'était comment je voulais me cadrer en tant que personne sur le marché du travail. Donc, c'était d'avoir ce côté-là stratégique. Fait que faire la transition vers un poste de gestionnaire, là, c'est accepter de s'éloigner du côté technique, donc un peu de réaliser peut-être des projets par proxy, donc via des employés. Puis on dit gestionnaire, là, il y a différents types de gestionnaires. Donc, il peut y avoir gestionnaire d'équipe, il peut y avoir gestionnaire de produits, il peut y avoir j'en avais un troisième dans la tête, là, mais je l'ai perdu. Donc, il y a différents types de gestionnaires, puis peut-être le poste de transition que vous voulez avoir, c'est peut-être un tech lead, où vous n'avez pas nécessairement des responsabilités de gestionnaire, mais c'est vous qui êtes l'expert du domaine, vous êtes le senior de l'équipe, vous êtes la référence, peut-être qui va se retrouver à faire du mentorat, par exemple, à l'intérieur d'une équipe, là. Génial, oui, merci. Flavie, oui, effectivement, c'est pas mal la gestion qui t'occupe ces temps-ci. Est-ce que tu peux compléter? Ben oui, mais moi, je suis gestionnaire de produits, hein, c'est ça. Donc, je ne suis pas gestionnaire d'équipe. Dans le fond, le gestionnaire de produits, c'est vraiment quelqu'un qui regarde le produit plus à haut niveau, qui fait le lien entre le marketing, les développeurs, les projets, les clients actuels. Puis, je dirais que si vous êtes quelqu'un qui est... Bon, si à la base, vous êtes quelqu'un qui est juste technique, puis qui n'a pas le goût de devenir gestionnaire, qui n'a pas le goût d'être plus un coach ou quelque chose, de plus en plus, les entreprises font de la place pour ces gens-là avec des rôles d'architecte, des rôles de seniors techniques. Donc, ça va se faire tout seul. Je trouve que je ne vais pas dire le danger, là, mais si vous êtes quelqu'un qui est bon, qui est bon en communication, qui aime ça être un leader, tout ça, puis faire un peu de tout, le rôle de gestionnaire va un peu venir à vous. Puis, moi, je trouve que c'est quasiment plus le contraire, là. En tout cas, pour ma part, c'est difficile de ne pas devenir gestionnaire. Moi, je trouve que j'ai plus de valeur comme employé à m'occuper du produit. C'est sûr que je supervise des gens d'un aspect technique. C'est moi qui... Là, je vous dis technique, là, mais technique pour un gestionnaire de produits, c'est technique dans le domaine d'affaires. C'est pas, je n'écris pas de code, de choses comme ça, mais moi, je suis l'experte du domaine d'affaires. Puis, il y a encore quand même un peu, même si on dit que c'est pas vrai, il y a comme encore un peu une croyance, je trouve, en entreprise que pour monter dans la fameuse hiérarchie, il faut gérer des gens, Puis donc, quand tu es bon, puis que tu pourrais être bon pour ça, on dirait que pour te récompenser, les gens veulent comme t'offrir des jobs de gestionnaire de groupe, puis c'est plate parce que moi, je suis toujours obligée comme un peu de bloquer puis de dire, mais pensez-vous vraiment que c'est là que je vais avoir le plus d'impact? Puis personne me dit, mais tu le fais quand même, tu t'occupes tu suis des gens, puis tout ça, puis c'est comme, mais moi, je ne veux pas laisser aller ce que je fais, je ne veux pas devenir à un niveau tellement haut que je ne serai plus vraiment en contact avec ce que j'aime, avec l'aspect technique, là, que moi, j'avais technique de ma job. Fait comme dit Jean-François, c'est vraiment c'est une évolution, mais c'est ça, c'est de se demander, c'est quoi que j'aime, moi, puis c'est quoi que je veux faire, puis pas genre, c'est quoi la prochaine étape dans ma carrière pour comme suivre le rôle de gestionnaire, là, il va venir à vous si vous avez la personnalité pour ça. Là je parle vraiment de mon expérience que j'ai eue, mais dans le fond, idéalement, un bon gestionnaire là, comme en charge d'une équipe, c'est quelqu'un qui va quand même être capable de comprendre ce que toutes les personnes de son équipe font. Donc, ça prend un aspect technique. Après, tu sais, comme quand j'étais la gestionnaire du groupe là, de planification à Longueuil, je veux dire, la fille qui faisait la modélisation, elle connaissait mieux le logiciel que moi, elle était plus capable. C'était elle qui le faisait, mais je savais qu'est-ce que le logiciel était capable de faire, je savais le genre de questions qu'il fallait se poser, le genre de réponses que je voulais qu'on sorte des modélisations. Donc, si vous êtes bon techniquement et que vous aimez faire plusieurs choses, ça va s'offrir à vous. Je vous dirais juste, c'est ça, faites attention parce qu'à un moment donné, si tu deviens trop un gestionnaire et qu'il y a trop de gens dans ton groupe, ben
là, tu vas être rendu juste à gérer des tâches et à gérer des gens, puis tu vas peut-être moins faire ce que tu aimes. Fait que, c'est ça, je pense que c'est plus de vraiment se questionner sur où est-ce qu'on veut être et qu'est-ce qu'on aime. Merci. Effectivement, il faut garder ça en tête que faire de la gestion à temps plein, c'est une possibilité, mais il faut bien se connaître là-dessus. Jean-François, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? J'ai vu que... Moi, en fait, j'ai aimé comment Flavie a dit ça. Puis, tu sais, c'est la valeur que vous pouvez apporter va changer. Donc, comme la nouvelle personne qui va arriver, c'est elle qui va être à jour. Comme en ce moment, c'est vous. Donc, c'est elle qui va être à jour sur OK, c'est quoi les librairies, c'est quoi les techniques, c'est quoi l'état de l'art. C'est elle qui va être vraiment comme dedans puis qui va avoir la vision comme ça. Alors que quand l'expérience va rentrer, puis ça, c'est pas nécessairement, comme vous n'allez pas nécessairement vous en rendre compte, mais c'est que vous allez élargir votre champ de vision. Vous allez perdre le focus, donc vous allez plus être à jour sur c'est quoi les nouveaux logiciels, c'est quoi les nouvelles techniques. Mais maintenant, c'est comment encadrer un problème. Puis même des profs universitaires, c'est un peu ça aussi, là, au sens que c'est vous qui travaillez sur votre projet, qui êtes les experts de votre projet en tant que tel. Le prof universitaire, lui, va arriver et va dire ben, OK, tes affaires, ça ne marche pas, donc ton évaluation de performance est mal faite. Faudrait peut-être que tu recadres ton problème juste de telle manière, puis là, tout va bien aller. Puis moi, c'est l'expérience que j'avais avec mes directeurs, co-directeurs au doctorat. C'était juste, tu sais, ben, OK, fais juste recadrer ça de même, fais juste reformuler ta question comme ça, puis ça va être correct. Puis avec l'expérience, au fur et à mesure, moi, c'est ce que je me rends compte. C'est là que j'apporte de la valeur comme à mes collègues ou même à la fin, là, comme dans l'entreprise où j'étais. C'est comme tu prends un nouveau, puis là, tu te dis, ben, OK, fais juste faire ça de telle manière. Maintenant, toi, va le faire. Puis, comme reviens me voir avec les résultats, puis après, on va pouvoir avoir une discussion comme à plus haut niveau. Et c'est gagnant-gagnant, d'abord et de l'autre. Je voulais vous amener sur un autre point avant la fin de la discussion aujourd'hui. C'était en lien avec les nombreux parcours que peuvent avoir nos étudiants, nos étudiantes chez Ivado. Comme vous le savez, là, Ivado est très, très multidisciplinaire. On a des gens de plusieurs universités, plusieurs départements, avec donc des compétences très différentes les unes des autres. En fait, est-ce qu'on peut supposer qu'il y a un core en fait, d'expérience en intelligence numérique ou non à travers tous ces domaines-là? Est-ce qu'on peut supposer, par exemple, qu'un étudiant en génie logiciel au doctorat, puis un étudiant qui serait au baccalauréat en intelligence numérique à la finance auront un certain background, mais partiront pas du même point de départ, finalement? Donc, qu'en est-il finalement concrètement? Est-ce qu'il y a vraiment des expertises que peuvent viser certains étudiants de notre écosystème finalement quand ils intègrent le milieu de l'intelligence numérique? Est-ce qu'il manque certains éléments que vous voyez, par exemple, certaines tendances des étudiants qui seraient plutôt en génie ou plutôt, mettons, en neurosciences, qui auraient des compétences qui seraient vraiment très différentes d'une de l'autre en fonction des domaines? Peut-être c'est un peu plus Jean-François qui pourrait répondre à cette question-là. Ça va dépendre. Ça va dépendre Flavie aussi va avoir des éléments de réponse, au sens que ça va dépendre du domaine. Ça va dépendre est-ce que l'expertise du domaine est un prérequis. Puis aussi, on parle comme, moi, j'utilise le terme scientifique de données, mais tu sais, vous dites, OK, mais il y a le monde plus analyse de données qui vont sortir des HEC, ils vont faire de l'intelligence d'affaires. Donc, peut-être ils vont faire du machine learning, mais peut-être moins poussé que quelqu'un qui va sortir de Polytechnique ou du DIRO, par exemple. Là, vous avez l'expert en machine learning, que c'est prendre des données, il va avoir certaines informations en statistique. Puis là, vous avez la recherche opérationnelle. Ça, c'est une autre paire de manches complètement. Là. Donc, ça, on parle vraiment optimisation. Puis recherche opérationnelle, sciences de données ne vont pas nécessairement se parler. Puis là, il y a tout un ensemble d'applications possibles qui va découler de ça. Donc, c'est d'être conscient de ça. Puis, lorsque vient le temps de faire une différence entre, mettons, oui, quelqu'un qui finit un programme de bac en sciences de données, je ne sais même pas si ça existe encore. J'ai le neveu de ma conjointe qui est au cégep, puis là, on est en train, je vais faire la suggestion de dire, peut-être faire un bac par cumul, tu fais un an de programmation, un an de statistique, puis peut-être un an, lui, la finance intéresse, mais fais un an de finance, puis fais un bac par cumul, puis là, tu vas avoir ton bac en sciences de données que tu vas avoir fait toi-même. Donc, c'est la différence entre un étudiant au bac, maîtrise, doctorat, il va avoir une certaine maturité aussi qui va venir avec. Donc, c'est ça. C'est vraiment Puis, moi, c'est ce que j'ai trouvé, c'est que tu fais un baccalauréat, par exemple, en génie électrique, la matière est super intéressante. Mais maintenant, tu regardes les jobs sur le marché du travail, puis souvent,
c'est so-so, là. Bon, j'étais dans une situation particulière en 2002 où il y avait le crash des télécoms, Nortel venait de crasher, donc les jobs en génie électrique, surtout en électronique, là où j'ai fait ma spécialisation, ben, il n'y en avait vraiment pas. Donc, ça, c'est particulier, mais c'est ça, c'est de faire la distinction entre ce que vous apprenez vos cours et maintenant la réalité du marché du travail, puis de définir, si vous êtes capable de définir ce que la majorité des étudiants ne font pas, qu'est-ce que vous voulez exactement faire sur le marché du travail ou c'est quoi l'équivalence des jobs, c'est quoi la description de tâches de ce que vous allez faire sur le marché du travail, puis pour pas comme être désenchanté puis être déprimé une fois que vous arrivez là. Oui, d'ailleurs, je vous invite à participer à nos foires aux stages et emplois là, chez Ivado, qui sont organisées 2 fois par année avec plein de nos membres industriels, dont Giraud, d'ailleurs, qui est présent presque tout le temps. Donc, à ce moment-là, c'est une belle opportunité, justement, de faire ce parallèle-là, finalement, entre votre diplôme et les possibilités concrètes là, sur le terrain, en discutant vraiment avec des gestionnaires d'entreprise à ce niveau-là. Flavie, est-ce que... L'impression que j'avais par rapport à la différence là, entre quelqu'un qui a étudié plus au HEC, je ne sais pas là, pour l'Université de Montréal, là, mais mettons versus quelqu'un qui a été plus en recherche ou plus à Poly, j'ai l'impression qu'au HEC, c'est vraiment, là je dis ça juste par rapport à qui j'ai vu, là, mais c'est vraiment, on prend les données, puis on fait des analyses, puis on sort des résultats. Puis, tu sais, on a engagé quelqu'un qui sortait de ce milieu-là, un analyste de données, puis il a été un peu déçu parce que lui, il voulait prendre des données, puis les analyser, puis sortir des trucs, mais nous, on met en place des produits ou des features pour que d'autres gens puissent prendre leurs données, puis les analyser. Puis, donc, oui, il faut essayer des fois, tu sais, pour faire une démo, pour prouver que ça va fonctionner, il faut le faire, mais c'est pas ça que tu fais en longueur de journée. Tu sais, je pense qu'il faut se demander, alors, est-ce que moi, je veux faire de l'analyse de données ou je veux développer des systèmes qui permettent à d'autres de faire de l'analyse de données ou, tu sais, je dis analyse de données ou de l'intelligence artificielle ou quoi que ce soit, parce que ça va changer, je pense, tu sais, dans les banques, dans ces endroits-là, je pense que là, tu fais de l'analyse de données, là, tu sais, puis la personne dont je vous parle, il venait justement, je pense, d'une banque ou d'une affaire de marketing, puis il disait, tu sais, j'étais tannée comme d'analyser des données pour essayer de voir comment on pouvait faire dépenser plus d'argent aux gens et tout ça. Fait qu'il n'aimait pas cet aspect-là. Fait que c'est pour ça qu'il était venu plus dans le transport en commun. Mais c'est ça, lui, ce qu'il aimait, c'était vraiment analyser les données puis faire parler les données. Fait que, c'est ça, je pense que c'est peut-être quand même une différence, là. Après ça, il y a la différence de c'est quoi l'expérience, mais aussi c'est quoi l'intérêt, là. Mais entre les différents parcours. Mais je ne connais pas bien ça, mais j'avais l'impression que c'était peut-être une différence entre les deux. Puis ça va faire une grosse différence, je pense, dans le day-to-day. Moi, mon feeling, c'est que de juste passer ton temps à analyser des données, tu vas finir par trouver ça plate. Là. Je ne peux pas m'imaginer faire ça pendant des années, mais en même temps, peut-être que tu fais différentes choses, puis tu analyses différentes données, puis ça devient intéressant. Mais c'est ça. Génial. Merci beaucoup, Flavie. Je voudrais, pour conclure, en fait, vous demander si vous aviez un petit take-home message ou justement un conseil, là, finalement, si on avait à résumer finalement la présentation d'aujourd'hui en un message clair, c'est quoi votre conseil finalement pour les étudiants, les étudiantes qui sont avec nous aujourd'hui? Comment on peut se décider finalement sur c'est quoi finalement, pour revenir au titre de notre panel aujourd'hui, nos alternatives autres que l'académique? On a d'autres ateliers sur le parcours académique en tant que tel. Mais quelles questions ou quelles priorités on devrait avoir en tête quand on pense à nos alternatives justement dans ce sens-là? La statistique était sortie dans le Devoir il y a environ un mois où 80% du monde qui finissent avec des doctorats ne deviendront pas professeurs universitaires. Et je dis, une des choses, peut-être un take-home, là, c'est bien, comme on parlait de marketing, Flavie parlait de marketing il y a 2 secondes, puis bon, tristement, c'est comme je recommande, puis j'ai toujours un genre de refus à chaque fois, refus gastrique à chaque fois que je dis cette recommandation-là, mais c'est oui, aller travailler en marketing, de toute manière, c'est là qu'ils ont des données, puis vous faites 2-3 ans, puis vous allez apprendre beaucoup sur comment le monde fonctionne au niveau comme tout ce qui est publicité, comment ça s'insère partout, mais c'est pas un domaine qui à terme, là, qui est quelque chose de fun, mais vous allez apprendre beaucoup. Mais c'est
toujours dans le contexte de marketing, c'est comment bien se cadrer. Je ne sais pas bien se vendre, mais en marketing, une des choses qui est importante, c'est définir correctement un produit. C'est quoi l'intention du produit? Et vous, c'est comment vous définir, vous avez votre background, vous avez vos intérêts, vous avez un type d'emploi que vous voulez, que ce soit comme technique ou juste en termes de positionnement. C'est comment vous vous positionnez par rapport à ça, comment vous vous définissez, comment vous présentez ça et comment le monde interprète ce que vous présentez. Donc, c'est tout cet aspect-là, là, aller au-delà de ce que vous savez faire, mais c'est comment vous le présentez et comment c'est interprété par les gens. Là. Comme ça aussi, ça va avoir un gros impact. Merci beaucoup. Flavie, est-ce que tu veux compléter avec le message? Ben, on dirait que je pense, moi, mon take-home, comme vous dites, c'est bon pour le début de la carrière, mais je pense que c'est bon tout au long de la carrière. C'est comme essayer de bien vous connaître vous-même, puis de rester fidèle à qu'est-ce qui vous intéresse, plutôt que juste regarder le salaire ou genre la position ou comme mettons, tu es un directeur là, dans ton entreprise, comme à part peut-être ta mère puis les gens dans l'entreprise qui vont être bien impressionnés, ça n'impressionne pas vraiment personne. Plus comme à chaque jour, ça serait le fun que tu aimes qu'est-ce que tu fais, puis tout ça, puis que les gens avec qui tu travailles soient cool. L'important, c'est si tu trouves une première job, puis que tu t'entends bien avec ton boss, puis qu'il te valorise, juste ça, c'est tellement important. Puis, je vois des gens, des fois, qui quittent Géro pour aller à quelque part d'autre pour 5 000 $ de plus, puis je me dis, c'est tellement un gros risque, là. Si tu n'aimes pas la job, ça, c'est une autre chose, mais si tu aimes ta job, puis ou qu'elle est vraiment pas pire, puis que tu aimes ton boss, parce qu'il suffit que tu prennes quelqu'un avec qui ça ne clique pas, puis ça va rendre ta job vraiment désagréable. Fait essaie de te connaître toi-même, de voir qu'est-ce que tu veux, puis je dirais comme de voir ta valeur toi-même, puis qu'est-ce que tu veux faire, puis de ne pas attendre que les autres le fassent pour toi, là, puis ça va t'aider à mieux trouver la bonne place pour toi. C'est un peu comme le secret, on dirait, là, mais mais non, mais c'est ça. Oui, ben, c'est un beau mot de conclusion, je dirais. C'est pour faire le pont avec ce que tu mentionnais en début de rencontre, le parallèle avec l'agence de rencontre, justement. On est peut-être mieux de viser un 8 sur 10 partout qu'un 10 sur 10 en termes de salaire et puis 0 sur 10 en termes d'ambiance de travail ou c'est ça, de possibilités d'avancement sur le long terme. Merci beaucoup, Flavie Gagnon, Jean-François Conny, pour cette belle présentation. J'espère que ces recommandations, finalement, vont servir à nos étudiants, nos étudiantes aujourd'hui, puis ceux qui pourront consulter aussi cette discussion-là directement sur notre chaîne YouTube d'Ivado. Vous allez pouvoir retrouver dès aujourd'hui, en fait, aussi les ateliers qu'on a eus dans les derniers mois, dernières années, offerts aux étudiants, aux étudiantes, ainsi que les présentations, notamment les présentations étudiantes d'Octobre numérique qui a eu lieu il y a à peu près un mois. Donc, une 50aine d'étudiants qui présentaient leurs projets. Là, c'est très intéressant. Et puis, donc, dans les prochains jours, vous pourrez partager aussi justement cette discussion-là auprès de vos proches, auprès de vos pairs, là, ceux qui n'ont pas pu assister à la réunion et à la discussion aujourd'hui. Donc, merci beaucoup.